Depuis un moment, on ne parle que de la Constitution. C'est quoi la Constitution? Eh bien, l'opinion semble penser que c'est une affaire des politiques. Que représente une constitution pour une nation? Quel est d'ailleurs l'historique de la constitution en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, puisque cela a été évoqué, la question du changement, de la révision de la constitution, qu'est-ce que cela engagerait pour la République? Ou encore la question référendaire, qu'est-ce que cela coûterait à la République démocratique du Congo? On revient ici sur cette thématique ou sur cette grande question, oui, avec un avocat. Il est avocat, mais aussi cadre au sein de l'UDPS. Il s'appelle Innocent Kedetabois. Bonjour et bienvenue à vous. C'est toujours un vrai plaisir de partager ce plateau avec vous. Mais aujourd'hui, justement, si on devrait revenir sur cette question de la constitution de la République démocratique du Congo, comment comprendre ce que d'aucuns appellent la Bible de la RDC? Oui, la constitution, c'est toute une loi fondamentale qui organise les règles fonctionnelles des institutions de l'État. Vous comprenez, c'est l'unique document très fondamental qui détermine le principe de l'exercice du pouvoir de l'État. Donc c'est un document très pertinent et très important. Aujourd'hui, d'où est partie la constitution de la République démocratique du Congo jusqu'à avoir cette constitution que nous avons actuellement? Oui, la constitution que nous avons actuellement, voulue d'une intention de son changement, et c'est une constitution, nous l'avions acquise ici de l'accord intercongolais, avec l'implication bien sûr de la communauté internationale qui s'est voulée une solution à une crise qui avait caractérisé dans son temps les facteurs politiques des armes à l'est de la RDC. On avait plusieurs partis politiques aujourd'hui qui exercent maintenant leurs idéaux hors les armes, mais dans son temps, ils appliquaient les armes. Donc on avait des poches de rébellion. Oui, il y avait des rébellions qui s'étaient organisées et avec la complicité de la communauté internationale. Mais je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations-là pour déterminer la définition de tous ces groupes armés qui avaient aussi l'implication des États voisins dans les conflits internes. Donc il y avait premier axe, réunifier le pays. Deuxième axe, l'intérêt multinational et international. Troisième axe, la légitimité à l'interne. Puisqu'on a profité d'une certaine faiblesse qu'il y a eu à l'interne où on devrait nécessairement se débarrasser du pouvoir Mobutu. Quand Mobutu avait violé les acquis ici de la conférence nationale souveraine. Dans son temps, l'UDPS a milité pour le retour à la légalité, puisque l'unique moyen que l'UDPS voulait acquérir son pouvoir, c'est par la voie de la légalité. Donc la légalité pour nous était un cheval de bataille pour ramener la classe politique à respecter les enjeux démocratiques, les enjeux sous le respect de textes fondamentaux qui devraient caractériser dans l'époque la classe politique. Alors, vous allez comprendre avec moi que cette crise a dégénéré jusqu'à ce que ça a rendu Mobutu trop pas faible et Mobutu n'était plus là puisqu'il y avait l'entrée de l'AFDEL. Or, dans son temps, quand l'AFDEL était entrée, la plupart des gens ne veulent pas comprendre. Quand l'AFDEL était entrée, l'AFDEL a été protégée par les acquis de la CNS au travers l'article 37 de l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de transition. Puisqu'on parlait d'un individu ou groupe d'individus qui peut prendre le pouvoir par la force, le peuple aura un devoir sacré de combattre ses pouvoirs par tous les moyens. Or, dans son temps, cette disposition constitutionnelle n'a pas prévu la méthodologie de la lutte. C'est pourquoi, dans cette époque, je me rappelle, Étienne Tshisekedi avait dit « Laissez Kabila entrer, c'est un fils authentique de ces pays ». Donc, il était question que nous puissions prendre des méthodes sur lesquelles on devrait nécessairement se débarrasser de la dictature de M. Mobutu. Et c'est à ce titre-là, l'AFDEL, quand il est entré, mais l'AFDEL aussi n'avait pas compris. Mais ils sont passés directement à une constituante pour changer la forme d'État, pour entrer en Troisième République, chose qui n'avait pas tellement réussi, puisqu'il est venu, il a décrété, il y avait un décret loi numéro 003, portant organisation et exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, un document qui avait 15 articles qui a
qui a caractérisé la période présidentialiste et qu'avait prôné Laurent Désiré Kabila dans la gestion de notre pays. Alors on en vient justement à la constitution de 2006, la constitution que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons jusqu'à ce moment en République démocratique du Congo. Eh bien, d'aucuns aujourd'hui se lèvent pour parler de cette constitution. Le président de la République, par exemple, au cours de ses sorties médiatiques, a évoqué la constitution de l'étranger. Oui. Aujourd'hui, on voit également des acteurs politiques pour parler d'une constitution rédigée par les étrangers. D'aucuns reviennent pour rebondir et dire non, ça a été conçu et rédigé par des Congolais à Kisangani. Qu'est-ce que l'on doit comprendre lorsqu'on dit constitution de l'étranger? Oui, effectivement, Madame Arlette, vous allez comprendre avec moi, il n'y a pas de guerre sans moyens financiers. Il n'y a pas de guerre sans moyens économiques. On avait eu l'RCD à l'Est. L'RCD avait trouvé l'argent pour organiser, acheter les armes afin de résister à l'Est. Ils ont eu des partenaires étrangers qui les ont financés. Le MLC, quand il a fait la guerre à l'Est, il avait quel argent pour acheter les armes? Il n'en avait pas. Ils ont courtisé les partenaires extérieurs pour obtenir le moyen financier qui les ont procuré et le droit d'acheter les armes. Or, les armes, on les achète avec l'argent que vous avez produit. C'est l'argent produit qu'on est en train de vous remettre gratuitement. Non. Ils vous les donnent en attendant les inputs, les revenus. Il y a des accords signés. Mais lorsqu'il y a eu résistance de tous ces conflits à l'Est, ça impliquait les multinationales extérieures qui ont influencé sur la politique. Et cette politique, il a fallu trouver un compromis politique global qui devrait en principe impliquer toute la classe politique, y compris les belligérants qui étaient à l'Est. Seule l'opposition, l'Union sacrée dans son temps, avec l'UDPS, qui prônait la non-violence, qui ont ramené Mobutu à la conscience au travers de la conférence nationale par la voie de la non-violence active. Tout le monde connaît la méthode de la lutte de l'UDPS, c'était la participation de tout un peuple dans l'éveil des consciences, comprendre que la racine du mal congolais, c'était quoi? C'était la dictature, c'était ainsi de suite. Donc, mais l'Est, aujourd'hui, la question de la constitution... Oui, je vais y arriver. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui nous disons que c'était une constitution étrangère? Parce que elle a d'abord décrété le partage, la stabilité des intervenants financiers qu'il fallait se partager entre belligérants. Il fallait apaiser tous ces gens pour accepter ces textes ici. Vous voyez un peu ça. Pour accepter ces textes, quand les autres disent que non, même dans la procédure de ratification, nous avons des lacunes, c'est vrai, il y a des dispositions qui cherchent à garantir encore l'implication des partenaires étrangers dans la souveraineté de notre pays. En quoi est-ce que, par exemple, cette question est différente du fait que la RDC, aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, a négocié avec le Rwanda en ce qui concerne l'exploitation de l'or, par exemple? N'est-ce pas là des moyens pour apporter la paix et des solutions? En quoi est-ce que cela est différent? Oui. Il y a eu une différence. Des consensus faits à l'époque, justement, pour avoir une paix durable en République démocratique du Congo. Le problème de l'Est, tel que vous venez de le dire, vous avez totalement raison, mais il faut connaître le contexte sur lequel le président de la République, Félix Tshisekedi, a souhaité faire des accords commerciaux avec le Rwanda. C'était des accords qui devraient nécessairement aboutir à une exploitation commerciale au sens strict, c'est-à-dire il faut se partager les dividendes, il faut que la RDC... Parce que le nœud du problème dans cette question, si on devrait évoquer aujourd'hui, même s'il faudrait réviser la Constitution, c'est voir les partenaires étrangers que nous avons au niveau des frontières ou encore les multinationales. Parce que la RDC a des minerais qui intéressent les autres et les autres veulent l'exploiter aux dépens de la République démocratique du Congo. Et justement, je crois que le mécanisme créé à l'époque, c'était permettre aux uns ou aux autres qui ont eu à signer des accords, c'est-à-dire en réunifiant la République démocratique du Congo. Ça veut dire que le MLC, le RCD ou encore l'AFDEL, qui ont eu des partenaires étrangers, c'est-à-dire voir comment
les satisfaire pour avoir la paix et que dans un avenir lointain, que la République démocratique du Congo ne puisse pas connaître ce genre de problème. Non, mais c'est ce que je suis en train de te faire voir qu'il n'y a pas de guerre sans moyen économique. Je n'ai pas souhaité entrer en profondeur de peur qu'on s'écarte de la thématique de l'émission. Mais est-il qu'il faut que vous compreniez, nous, de la RDC, nous avions offert l'hospitalité du temps où Tshisekedi gère la République. Il a souhaité qu'il y ait des accords commerciaux tout à fait officiels organisés par la loi, conformément au climat des affaires. C'est-à-dire la RDC doit comprendre, livrer la matière et obtenir le bénéfice. Ce qui est tout à fait normal. C'est l'intention qu'avait le président de la République en sollicitant au Rwanda les accords conjoints. Il les a dit, venez. Vous êtes des voisins éternels, on ne pourra jamais vous enlever. Vous vivrez toujours éternellement aux côtés de la RDC. Normalisons les choses. Que vous ne prenez plus illicitement ces minéraux. Vous ne tuez plus pour prendre ces minéraux. Venez, nous allons la négocier pour faire les accords commerciaux organisés et signés conjointement avec l'État congolais. C'est l'intention du président de la République. Exactement. Il voyait l'aspect économique, c'est-à-dire l'amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire le Rwanda trouve que la RDC a l'or, qu'il vient par la grande porte, il sollicite l'investissement de l'or. S'il veut faire l'interface, il peut faire l'interface. Mais je voulais recourir... Si c'est pratiquement la même chose, pourquoi alors parler de la constitution des étrangers? Non, nous disons ceci. Chaque État est organisé. Nous avons notre organisation. La loi a organisé notre procédure commerciale avec des États voisins, puisque nous sommes un État qui héberge des minéraux et qui sont courtisés par les pays extérieurs, des voisins et tout consort. Là, nous ne pouvons pas le refuser. Il y a l'organisation, il y a le code minier qui organise l'investissement étranger, qui organise la participation avec l'État congolais pour faire l'exploitation conjointe, ainsi de suite. Il y a les minéraux de l'Est, c'est organisé. Il y a toute une loi que nous voulions que celles-là qui veulent investir en République démocratique du Congo, qu'ils entrent par la voie officielle. Ça ne touche pas le problème de la Constitution. Ça, c'est autre chose. C'est une organisation politique commerciale du gouvernement de la RDC sous impulsion du président de la République. Mais est-il que ce que nous avons fustigé de l'Est, ce n'est pas le contexte organisationnel organisé par la loi. Nous avions fustigé les caractères illicites de l'exploitation des minéraux à l'Est, avec intention de la balkanisation, pour passer outre ce qui revient de la compétence de la RDC en matière de la commercialisation des minéraux. Ça, c'est autre chose. Politiquement, nous avions vu les personnes qui ont concouru à l'achat des armes, de toutes ces personnes qui s'étaient fait utiliser dans son temps pour se positionner en politique de facteurs à l'est de la République. Les MLC, l'RCD, de petits groupements des amis. Ça a eu des ramifications tout à fait néfastes sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement de la République. Cette fois-là, la communauté internationale va intervenir en facilitation pour obtenir un cadre de concertation avec la classe politique, communément appelé le dialogue intercongolais. Et nous nous sommes dit tout simplement, puisque dans ces assises-là, il n'y avait pas de réflexions authentiques sur l'intérêt national. Ça veut plus ces assises ont répondu plus aux intérêts cavalière de toutes ces multinationaux-là, qui devraient en premier lieu savoir mon argent dépensé dans les achats des armes. Elle pouvait retourner comment? C'est alors que Moustapha Niasse, si vous allez remarquer bien l'histoire, l'indique, et Katumir Massiri était venu, il avait ces termes de référence, il avait un chemin sur lequel il voulait ramener la classe politique pour faire une commission qui devrait nécessairement présenter une constitution avec le vouloir de toute la classe politique. Or, dans son temps, Madame Arlette, tout le monde militait pour retourner à la conférence nationale souveraine. Maître Innocent, n'est-ce pas là que nous sommes dans l'histoire, nous sommes dans un processus évolutif, quand même, il faudrait le dire. Tout à fait. Nous sommes passés dans les poches de rébellion, par l'unification de la République, par la mise en place d'une constitution, par des institutions assez stables, aujourd'hui, qui a même apporté le code minier. Ça veut dire que des réformes qui sont en train d'être faites pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver sa place. Politiquement, économiquement également. Tout à fait. Alors, puisque cela est un processus, d'où
Aujourd'hui, on devrait plus évoquer la question de la révision. Révision qui voudrait dire que l'intérêt que vous portez aujourd'hui, comment réduire par exemple l'intérêt des multinationales par rapport à la République démocratique du Congo. Et est-ce que cela vaut carrément le changement de la Constitution ou une réflexion pour voir comment est-ce que la RDC peut continuer à évoluer de manière démocratique en lieu et place de changer encore une république, passer de la 4e à la 5e république? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Je voudrais te faire voir d'abord ceci. Donc, il faut comprendre que l'UDPS, c'est un parti qui a milité de la non-violence aboutissant à obtenir un pouvoir par voie d'une alternance pacifique. Ça, vous êtes tous sans ignorer. L'UDPS a atteint son objectif. Vous comprenez. Les conditions sur lesquelles nous avions obtenu d'abord ces pouvoirs, c'était par la voie des élections. Ce qui a toujours été recommandé dans le projet des sociétés de l'UDPS et les actes idéologiques de l'UDPS. Nous sommes un parti démocratique. Et de même, puisque nous sommes aujourd'hui au pouvoir, nous avons deux aspects qu'il faut en tenir compte. Un, la politique étant dynamique, elle est en train d'évoluer. Elle évolue, il y a certaines astuces qui ne sont pas applicables dans la conception des activités programmatoires du gouvernement. Vous comprenez. On estime que cette disposition, elle a été d'une façon spécifique avec l'enjeu de son temps, puisqu'elle a pesé. Nous ne disons pas que le résultat de Saint-Site n'a pas donné, et les assises de Saint-Site n'a pas donné un résultat. Non, elle a donné un résultat, puisque n'ait été le calme, les autres ont désamorcé leur guerre. On n'allait pas obtenir ces résultats. Donc, autrement dit, c'était un bon début. Un bon début qui évolue d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, avec une stabilité. Bravo à ceux-là qui l'ont fait. Mais nous disons ici, il n'y avait pas le caractère authentique qui devrait nécessairement ramener notre pays à comment dirais-je, à une vision nationaliste, à une vision qui devrait nécessairement obtenir certains actes permettant à ce que le développement de la République démocratique soit certain. Maintenant que nous sommes dans cette gestion de la chose, Félix Tshisekedi n'a pas aboli certaines choses. Il est resté dans le respect strict. D'ailleurs, vous tous, vous l'avez eu à l'observer. Il a transcendé plusieurs aspects pour ramener le peuple congolais à comprendre les enjeux, à comprendre qu'il est le seul responsable de son destin, de par les attitudes que Félix Tshisekedi a données dans les actuelles gestions. Mais ce qui importe plus, au fur et à mesure nous évoluons, nous sommes en train d'évoluer, et cette constitution est en train de perdre sa substance. Mais justement, vous comprenez, quand elle perd sa substance, il est tout à fait normal que nous puissions améliorer. Mais la révision elle-même vous permet cette révision. Oui. La constitution, pardon, elle-même vous permet la révision aujourd'hui. Oui. Est-ce que la grande question aujourd'hui, pourquoi le discours il n'est pas clair? C'est vrai qu'aujourd'hui on voit les politiques prendre un tout petit peu le jeu pour dire nous, les nous vont revenir, il y aura une succession de nous soutenant, nous appuyons, nous. Mais la substance elle-même qui permet aujourd'hui d'aborder cette question de révision n'est pas encore soulevée clairement. C'est là que les politiques, ou encore vos partenaires politiques de l'opposition, nous sommes dans une phase estiment que la question est plus politique que constitutionnelle. Parce qu'il faudrait quand même que l'on arrive aujourd'hui à dire oui, nous avons démontré, les Congolais le disent par exemple sur la question des gouverneurs originaires. Il n'y a nulle part dans la Constitution on dit les gouverneurs originaires. Mais c'est par exemple cette question qui, avec le temps, au cours d'une réflexion, peut démontrer à ce que cela a apporté, on ne peut plus la question du tribalisme, qui a renforcé le tribalisme en lieu et place de renforcer le nationalisme. Et cette question mérite d'être, par exemple, révisée. Révisée de quelle manière? Ce sont des questions auxquelles les Congolais s'attendent. Mais vous persistez dans un flou où, tantôt, vous parlez changement.
Tantôt, il y a ceci. vous parlez révision. Non. Et chacun vient avec un argumentaire contraire. Nous disons ceci. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui? Parce que, vous le savez, si on aborde aujourd'hui, parlons-en, la question du changement de la Constitution. Cela apporte le référendum. Cela fait tomber caduques toutes les lois que nous avons à travers la République. Cela va nous imposer une transition et des textes transitoires pour nous permettre de revenir au niveau de la 5e République. Quatrième République. Ok, je voulais dire ceci. D'abord, vous êtes allé, vous avez été vite à une conclusion, mais est-il que vous devrez comprendre le message que le président a donné, c'est tout un message d'évaluation qu'il faut comprendre. Il a un caractère d'évaluation politique. C'est-à-dire, il s'est senti lui-même, en tant que gestionnaire, dans la vision de vouloir améliorer la politique institutionnelle. Il comprendra qu'ici, il faut changer, il faut changer. Il n'a pas encore dévoilé un checking officiel. C'est pourquoi on ne tracte pas. On parle changement ou révision. C'est pour permettre d'abord qu'il y aura une commission. C'est ça la procédure. Nous sommes des démocrates. Mais justement, la commission. Nous disons ceci. Nous disons ceci. Oui. Il doit y avoir une commission qui permettrait à faire le checking. Tout le monde va donner les imperfections. Tout le monde va donner les imperfections. Même le gouvernement, même tout l'espace institutionnel de l'État, ils vont donner leurs propositions. Ça sera bien étudié et cette fois-là, on va comprendre est-ce qu'il s'agit d'un changement ou il s'agit d'une révision. Mais le principe est celle-là. Vous comprenez? Mais on doit réunir le terme de référence qui doit permettre à ce qu'on fasse une analyse sur son évaluation ainsi qu'un checking qui doit nous permettre de bien fonder qui serait précisé au terme changement ou révision. Vous voyez un peu ça. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à ces stades, on ne peut pas se prêter des intentions. Mais on peut quand même réfléchir sur... Il y a les opinions, il y a l'opinion embarrassante, il y a l'opinion que chacun de nous réfléchit de sa manière. C'est ça même l'essence élevée de la liberté. Chacun de nous le fait. Ce n'est pas dire que tout ce que les réseaux sociaux, tout ce qui se disent par les tensions, la passion des intervenants politiques, et c'est celle-là qui sera appliquée. Non, ce n'est pas celle-là. Nous sommes des procéduralistes. Nous sommes des personnes qui aiment respecter la légalité. Nous allons checker d'une façon officielle. Officielle, on check, on arrête les termes de référence. Et ce terme de référence sera exposé dans une facilitation qui permettrait à ce qu'une constituante soit mise en place. Si c'est en termes de révision, permettra à ce que les deux chambres se réunissent, les commissions siègent, il y a des commissions PAJ qui peuvent récupérer toutes ces observations et soumettre ça dans une procédure de sa révisualité. Si on estime qu'il faut son changement, oui, il n'y a que nous-mêmes qui, quand Ascensit on a imposé, à combien plus forte la classe politique qui prendrait conscience. Arlette, c'était grave en Afrique du Sud, hein? C'est plus que dans son temps, là, peut-être les autres n'ont pas été là. On les a renfermés. On les avait renfermés dans la salle. On a mis à manger dans la salle. On a dit les toilettes sont là, à manger sont là, les buffets sont là. Et Moustapha Niasse leur a demandé, vous n'avez pas besoin de trop de discussions. Passer outre, ça c'est une imposition. Est-ce que Moustapha Niasse était congolais? Mais apparemment c'est comme ça. Est-ce qu'il vit au Congo? Pardon. Mais au nom de la tolérance, au nom de cette tolérance, puisque l'UDPS refusait de prendre une responsabilité, vous comprenez, historique, l'UDPS, si vous remarquez bien, a signé sous réserve. Ça veut rien dire. C'est que Wabulumba, de heureuse mémoire, avait estimé que c'est le partage des intérêts des belligérants. Vous comprenez? Puisque la guerre guettait sur la RDC, on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, personne n'a pris les armes. Nous tous nous regardons dans une même direction. Nous connaissons l'ennemi du Congo. Personne ne l'ignore. Nous sommes en train de sensibiliser nos frères qui sont à l'interne. Regardons tous dans une même direction. Essayons de protéger notre souveraineté. Sécurisons nos territoires. Sécurisons ce qui nous revient à nous, puisque nous devons le léguer à la future génération. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons l'obligation de suggérer à tout moment dont nous voulions. L'UDPS aujourd'hui, l'UDPS n'est pas un illégaliste. Vous n'entendrez jamais que l'UDPS avait fait un coup d'État, il avait pris le pouvoir par les armes. Regardez même la façon dont l'UDPS gère le pouvoir aujourd'hui. Est-ce que l'ANR que vous blaguez avec lui aujourd'hui, l'ANR était dans son temps là-bas, tu pouvais parler au nom du chef de l'État, tu attaques comme ça, et le chef de l'État quitte chez lui, il vient même dans ces mêmes églises, il respecte de donner la dîme dont vous aviez décrié.
Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Non, ça ne nous choque pas. Ça, c'est un autre débat, monsieur Innocent. Le tableau de la bonne Innocent, gestion. ça, c'est un autre débat. Non, mais je vous dis grand merci. Je rappelle justement que vous êtes maître avocat, mais également cadre au sein de l'UDPS. Avec vous, on a abordé la question de la révision constitutionnelle ou encore du changement de la Constitution, son historique, et bien sûr la question référendaire. Oui. Et c'était sans embâche. Grand merci à vous pour ce débat et aussi, aimables téléspectateurs, grand merci aussi à vous. Nous espérons que vous avez été édifiés sur cette question de la Constitution. Oui, ce n'est pas un tabou. On en parle puisqu'on est des humains et on devrait justement trouver des solutions quant à ce. C'est un réel plaisir de vous tenir compagnie. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.